Épisode 9. Le témoin. J'étais en train de fouiller les papiers que la mère de Lisa White m'a laissés quand je suis tombé sur un article qui date de 1975, auquel je n'avais jamais prêté attention avant. Son titre : Agression à répétition en ville. Dans l'article, il y a une description du coupable présumé qui aurait tenté de kidnapper et d'agresser sexuellement plusieurs jeunes filles, ainsi qu'une enseignante du lycée de la ville. Un homme trapu, tout juste la vingtaine, moins d'1m70, les cheveux noirs, une épaisse moustache et des grosses lunettes. J'ai rejeté un œil sur les photos de tous ceux que je soupçonne d'avoir joué un rôle dans les affaires d'enlèvement qui nous intéressent. Et le seul qui corresponde, je vous le donne en mille, c'est Bob LaRossa. J'ai vérifié auprès de plusieurs personnes que j'ai déjà interrogées dans ce podcast, des gens qui ont connu Bob de son vivant, et tout le monde était unanime. Il pourrait bien s'agir de Bob. J'ai parlé de certaines de mes découvertes avec le plus jeune fils de Bob LaRossa, Maurice LaRossa. Mo, pour les intimes, n'avait que 9 mois quand sa mère a été assassinée. Il a beau vouloir essayer de protéger la mémoire de son père, il doit bien reconnaître qu'il y a des preuves solides et qu'il serait bien possible que ce soit lui qui ait fait le coup. Mo m'a raconté que tous ses frères et sœurs avaient quitté la maison vers l'âge de 16 ans. D'après lui, c'est parce que leur père n'était jamais là. Il ne le voyait pratiquement pas. Il travaillait tout le temps. On ne le voyait vraiment pas souvent. Quand je rentrais de l'école, il dormait déjà. J'allais me coucher, et lui, il se réveillait et il partait travailler. En 2002, la police de Vernon a réouvert l'enquête sur l'assassinat de Suzanne LaRossa. Ils ont envoyé un médecin légiste, le docteur Henry Lee, fouiller l'appartement des LaRossa pour savoir s'il parvenait à trouver des traces de sang. J'ai demandé à Mo ce qu'il pensait de tout ça. Et votre père, comment il a réagi quand ils sont revenus et qu'ils ont découpé un bout de moquette pour l'analyser ? J'en ai discuté avec lui ensuite. Je me rappelle, il était serein. Il m'a dit, tu sais, ils vont rien trouver. Il a rajouté aussi, ta mère, je lui aurais jamais fait de mal. Le temps avait passé et c'était pratiquement impossible de retrouver des indices. Il a fallu se rendre à l'évidence. Il n'y avait pas assez de preuves pour que Bob passe devant un tribunal. Ce qui l'a énervé, c'est que ma sœur Tina essaye de tout faire pour l'accuser. Que sa propre fille lui fasse, comment il appelait ça déjà, une chasse aux sorcières. Elle avait que 3 ans à l'époque, et pourtant elle dit qu'elle se rappelle de tout ce qui s'est passé ce jour-là, le moindre détail. Alors que bon, les enfants de 3 ans, je veux dire, c'est pas possible qu'elle se rappelle de tout comme ça. Récemment, j'ai mis la main sur une déposition datée du 30 septembre 1975, soit juste après que Stacy LaRossa a commencé à parler de sa mère avec une psychologue. Stacy explique que papa mettait des coups dans le ventre de maman, et puis que maman était endormie et qu'il devait la porter jusqu'à la chambre. Elle dit aussi que, je cite, « Maman est partie faire les courses toute seule avec sa voiture. » Alors on lui demande « Est-ce que papa a aidé maman à monter dans la voiture ?» Et elle répond « Oui. » Et ensuite, moi et mon frère Mo, on est restés tout seuls toute la journée. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour emmener Bob LaRossa devant les tribunaux, mais jusqu'à sa mort, les forces de police de Vernon ont gardé un œil sur lui. Il a toujours été le suspect principal dans cette affaire. Mo m'a raconté en long et en large combien Bob était un père formidable, qu'il emmenait pêcher et tout ce que vous voulez. Il l'a défendu un long moment. Mais ensuite, je lui ai demandé comment il réagirait si on lui apportait des preuves que son père s'était comporté comme un monstre, s'il serait prêt à l'accepter. Mo a hésité pendant un bout de temps et puis... Chaque année, ça revenait aux infos. Chaque année, j'en entendais parler. Et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre ? Ils savent pas qui c'est qui a fait ça. Ils trouveront jamais. Ils peuvent pas juste laisser tomber, qu'on ait un peu la paix. Mais ensuite, j'ai grandi. Et j'ai compris que c'était pas une bonne façon de voir les choses. Tous les autres gens qui ont un truc à voir avec cette histoire, ils sont tous plus vieux que moi, vous voyez ? C'est moi le plus jeune, donc ça veut dire que si je meurs sans essayer de comprendre ce qui s'est passé, après moi c'est terminé. Plus personne ne va jamais s'y intéresser. Précédemment, dans les disparus de Crystal Lake. Une gamine de 11 ans passe par là en vélo. La petite fille, elle voit la voiture passer dans les 2 sens, mais elle n'y prête pas attention. Elle continue à s'avancer dans les bois. Et d'un coup, un type surgit d'un buisson, il l'attrape, il se débarrasse du vélo et il essaye d'emmener la gamine avec lui dans les bois.
Ils ont mis si longtemps, je me rappelle même plus combien de temps ça a duré. Moi, en tout cas, ça m'a paru des années. En plus, ça tombait juste avant mon anniversaire. Je me répétais tout le temps. Le seul cadeau que je veux cette année, c'est qu'on retrouve Lisa. Je voulais rien d'autre. Et même quand il lui montrait des rapports où ce qu'il avait dit était écrit noir sur blanc, il répondait pareil, je me rappelle pas. Il avait l'air tellement sûr de lui, mais c'était peut-être juste un très bon menteur. Je suis Matthew William Phelps et vous écoutez Les Disparus de Crystal Lake. J'ai pu échanger avec des dizaines de gens liés de près ou de loin à toutes ces affaires. Il n'y en a plus qu'un seul à qui je n'ai pas parlé. C'est ce fameux ami de Bob LaRossa, celui que j'appelle le témoin depuis le début. Pourtant, la police est en contact avec lui. On m'a dit qu'il avait été interrogé en lien avec ces affaires d'enlèvement pas plus tard qu'en juin 2019. J'ai aussi découvert qu'il avait été entendu par la police de l'État où il est allé vivre après avoir quitté Vernon, suite à 2 affaires de disparition de jeunes filles. Un jour, un des policiers qui s'occupe de ces 2 affaires m'a confié « Je sais pas pour vous, Phelps, mais moi, je trouve pas clair ce mec. Dès qu'il va quelque part, on se retrouve avec des nouvelles disparitions sur les bras. » Avant de rencontrer le témoin, et pour le mettre en confiance, j'ai commencé par lui écrire une lettre, histoire qu'il puisse se faire une idée de qui j'étais et de ce que je cherchais. À la fin de ma lettre, je lui demandais de m'appeler et je lui disais que s'il ne me donnait pas de nouvelles, j'essaierais de lui passer un coup de fil quelques semaines plus tard. Allô? Ouais, c'est moi. Je m'appelle Matthew William Phelps, vous pouvez m'appeler Matthew. Je vous ai envoyé une lettre il y a quelques semaines. Vous l'avez reçue? Ah, je vois. C'est à propos des histoires à Vernon dans le Connecticut, c'est ça? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Si je vous appelle, c'est d'abord pour vous parler un peu de mon enquête. D'après ce que j'ai compris, les 2 frères LaRossa, Bob et Nathan, vous les connaissiez bien, non? Non, pas du tout. Donc Nathan et Bob, vous les connaissiez pas? Non. Bobby, je le connaissais, c'était mon beau-frère. Et Nathan, je voyais qui c'était parce qu'il était de la famille de Bobby, mais on n'était pas proches. On n'était pas proches. Vraiment? Alors ça, c'est intéressant. D'entrée de jeu, le témoin est sur la défensive. Il se montre irritable et même carrément hostile. Il a quand même du culot, ce type-là. Il maintient qu'il ne connaît pas ni Bob ni Nathan LaRossa, alors que je sais très bien que c'est faux. J'ai pas le choix. Il faut jouer son jeu. En fait, je suis en train de préparer un podcast sur toutes ces affaires et je me suis dit que c'était important de vous donner la parole. Ah, d'accord. Un podcast, je vois le genre. Mais moi, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Quand j'ai fait ma déposition, ils sont venus à 4. Et ça leur a pris 2 jours à ces putains de flics. En fait, il n'y avait que 3 policiers et il ne s'agissait pas d'une déposition, mais bien d'un interrogatoire en règle. Et ils étaient là à me demander sans arrêt « Alors, est-ce que c'est vous qui avez tué Machine ?» Pour la dernière fois, je leur ai dit « J'ai tué personne, moi, bordel, j'ai fait de mal à personne. Toute cette putain d'histoire, moi, je suis au courant de rien. Je les connais même pas. Bob LaRossa, Nathan LaRossa et tous les autres, c'est pas mes amis. » Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur eux? N'importe quel détail peut être utile, vous savez, je veux dire. Pour le moment, avec tous les indices que j'ai, on dirait bien que c'est Bob LaRossa qui a tué sa femme. Et peut-être aussi qu'il est impliqué sur d'autres affaires, les gamines qui ont disparu, vous voyez? À part comme beau-frère, je le connaissais pas vraiment. On se voyait pour les repas de famille, mais c'est tout. Je voulais rien savoir, je voulais rien avoir à faire avec ce mec-là, moi. Quand j'ai eu ma maison, j'ai arrêté de voir tous ces gens. Je me suis éloigné d'eux. Mais ma femme, elle parlait encore à Bobby. Je sais même pas pourquoi, peut-être qu'elle se le tapait, qu'est-ce que j'en sais, moi? On parle bien de Anne, votre ex-femme. Ouais, c'est ça. Il s'agit donc de Anne Prentice. Vous l'avez déjà entendu dans un épisode précédent. C'est l'une des sœurs de Susan LaRossa. D'après ce qu'elle m'a raconté, le témoin se montrait violent avec elle quand ils étaient encore mariés. Il disparaissait parfois pendant des jours sans donner d'explication. Le témoin, de son côté, affirme que c'était lui la victime. Je faisais des allers-retours à l'hôpital. Moi, j'ai fini par me retrouver en fauteuil, même. Elle était où, elle, hein? Pendant que je gardais les gosses, elle était où? J'étais là à faire le babysitter, et pendant ce temps-là, elle... Oui, je vais chez une copine, je vais rentrer tard. Tout ce qu'il me raconte là, le fauteuil roulant, Anne qui aurait été absente souvent, il n'y a aucune preuve. Aucun témoignage pour corroborer ce qu'il dit. En fait, c'était même plutôt l'inverse. Les gens ont tendance à me dire que c'était lui qui était violent. Il ferait mieux d'aller les poser à mon ex-femme, leurs questions.
Sa sœur, elle pouvait pas se l'encadrer. Elle l'a détesté, mais d'une force. Et après, on vient me voir moi. On vient m'accuser moi. Non mais ça va pas bien. Plus je l'écoute parler, plus je comprends que le témoin veut éviter à tout prix qu'on pense qu'il est lié au La Rosa, de près ou de loin. Il faut quand même que je rappelle que le témoin n'a jamais été accusé de rien dans cette affaire, ni dans aucune des autres histoires d'enlèvement. Oui, la police l'a interrogé plusieurs fois, et oui, il a lui-même fait des déclarations. Par exemple, il a laissé entendre à Tina La Rosa qu'il y aurait des cadavres dans les puits vers Crystal Lake. Pourtant, on voit bien qu'il en veut à Tina d'être allée parler à la police. Dans cet autre extrait de notre conversation, il parle directement d'elle. Alors celle-là, elle a de l'imagination. Hein. Elle passe son temps avec Anne et avec toute cette foutue famille, et après elle vient dire que moi, j'aurais parlé de sa tante ou je sais pas quoi. Non mais faut qu'elle arrête, j'ai jamais rien dit de tout ça. C'est là que t'as déménagé, non? Ouais, donc c'est pour ça que j'ai déménagé, enfin c'est une des raisons en tout cas. Il faut tendre l'oreille, mais écoutez bien, notre homme n'est pas tout seul. On entend une voix derrière lui. Cette voix, c'est celle de la nouvelle femme du témoin, qui lui souffle ce qu'il doit dire. Je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, mais il parle de Tina comme s'il la connaissait à peine. Alors même qu'on sait qu'ils ont eu de longues conversations à propos des cadavres dans les puits, et qu'ils ont également parlé de l'histoire d'Irène La Rosa, la tante de Tina et la belle-sœur de Suzanne. J'ai entendu les 2 messages qu'il a laissés sur le répondeur de Tina. Aucun doute sur le fait qu'il la connaît très bien. Et puis, en plus de tout ça, il y a ce dernier appel capté par la police. C'est d'ailleurs ce qui les avait décidés à aller mener l'enquête du côté des puits de Crystal Lake. Ce qui est compliqué quand on est en contact avec quelqu'un comme le témoin, qui est peut-être impliqué lui-même dans l'affaire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop révéler ce qu'on sait. Tina ne prend pas ce genre de précautions. Elle a l'habitude de poster tout ce qu'elle pense sur Facebook, même quand elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Je vous laisse imaginer dans quel état ça met le témoin de voir ses posts sur Internet. Elle arrêtait pas de me parler de ces putains de puits, toujours là à me demander « Alors, où est-ce que je dois chercher ?» Et moi je lui ai dit « Quand j'étais môme, souvent on allait jouer autour des puits qui sont dans la forêt, vers le lac, mais j'en sais pas plus. » Mais elle sans arrêt, elle me répétait qu'une fois, j'aurais dit quelque chose à propos d'un truc dans les puits. C'est comme ce que j'ai dit aux flics, moi j'ai jamais rien dit de tout ça. L'argent que t'as pris, c'est pareil. Ah oui, il y a ça aussi. Cette fois-ci, j'ai distinctement entendu une voix derrière lui, qui disait quelque chose à propos d'une somme d'argent. Il faut que j'en ai le cœur net. C'est comme ce que ma femme a dit. Il y a de l'argent en jeu, ils sont prêts à tout pour... Ils veulent leur part du gâteau. Tout ce qu'ils veulent, c'est que quelqu'un soit condamné, n'importe qui, et que ça soit un innocent ou non, ça, ils s'en foutent. Ici, il fait allusion à la récompense de 150 000 $ promise par le comté de Toland pour toute information pouvant mener à la capture du coupable ou à la découverte du corps de l'une des disparues. Et le témoin a au moins raison sur un point, dès qu'il y a de l'argent en jeu, ça change tout. J'ai aussi lu que vous connaissiez bien Irène La Rosa, je me trompe? Ouais, je la connaissais. Et vous pensez que... Et je peux vous dire que j'ai entendu de belles sur elle. Paraît que c'est une sacrée salope. Irène? Ouais. Et qui vous a dit ça? Tous les gens que je connais dans le Connecticut, ils me disent la même chose. T'as pas entendu la dernière d'Irène? C'est une salope, tout le monde le sait. Même moi, je me la suis tapée, elle baise avec n'importe qui. Et moi, chaque fois, je leur dis, je veux pas en entendre parler. D'après vous, elle a simplement quitté la région ou bien il lui est arrivé quelque chose? J'en sais rien, moi. C'est ce que disent les flics, en tout cas. Vous savez que quelqu'un est allé signaler sa disparition? C'était en 2016. Mais d'après le rapport, personne ne l'a vue depuis 1971. Si personne sait où elle est passée, c'est qu'il y a dû lui arriver quelque chose alors, non? Ce petit rire qu'il laisse échapper, on peut le comprendre de 2 façons. Soit il sait ce qui est arrivé à Irène La Rosa, soit il se moque, tout simplement. Vous avez entendu la manière dont il a dit « si personne sait où elle est passée ». C'est ça qui me dérange le plus. Il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est que notre homme est loin d'être un idiot. Pour que vous compreniez bien, il faut que je vous parle de ma relation avec la police du Connecticut. J'ai toujours entretenu de bons rapports avec eux. Depuis 2013, je leur fournis des informations dès que je peux. Ils acceptent de me parler et je crois qu'il y a un certain respect mutuel entre eux et moi. En même temps, ils ne me révèlent pas grand-chose de ce qu'ils savent. Je peux comprendre pourquoi. Mais il y a une nouvelle enquêteuse qui a repris en main toutes ces affaires d'enlèvement. Et depuis, c'est compliqué.
Cette femme, je l'ai rencontrée pour la première fois à une cérémonie en hommage à Janice Pocket. On a discuté, je lui ai donné ma carte. Et je lui ai dit que j'avais des tas d'informations à lui donner. Et je lui ai demandé de me rappeler. Elle l'a jamais fait. Elle est au courant que j'enquête sur ses affaires, moi aussi, et pourtant, silence radio. J'ai fini par lui envoyer un mail pour lui dire que j'avais parlé avec le témoin, et là, elle m'a répondu dans la minute en me demandant qu'on se voit le plus vite possible. Rien que ça montre à quel point notre homme est important. Il faut lire entre les lignes. Mais il y a beaucoup à apprendre de ce qu'il m'a raconté. Vous avez fait le Vietnam? C'est bien ça? C'était en quelle année? Ça fait longtemps maintenant. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, ouais. Quand il y a eu toutes ces histoires d'enlèvement, j'étais au Vietnam. Ce qui veut dire qu'il aurait été au Vietnam entre 1968 et 1975. Mais il est incapable de donner les dates exactes. Et de toute manière, la guerre du Vietnam s'est terminée avant le moment où Suzanne LaRossa a disparu. Donc ça colle pas. Ensuite, il me reparle de Bob LaRossa. Quand je suis revenu, on s'est croisés 1 ou 2 fois. Mais c'est tout. Est-ce que vous vous rappelez si Bob conduisait un break? Je saurais pas dire. Je peux pas m'empêcher de me demander pourquoi il a mis aussi longtemps avant de répondre à cette question. Et d'après vous, Bob LaRossa, c'était le genre d'homme capable de tuer sa femme? Ouais, complètement. Et autre chose, est-ce que vous savez si Bob a déjà travaillé dans des écoles de la région? Lui, non. Moi, par contre, je bossais dans les écoles, oui. Ah bon, vous faisiez de la maintenance, des trucs comme ça? Ouais, voilà, en gros, c'est ça, de la maintenance. Vous vous en souvenez peut-être, le dossier médical de Janice Pocket a été volé juste avant qu'elle disparaisse. D'après mes sources, il n'y a que les ouvriers de maintenance qui avaient accès à la pièce où les dossiers étaient rangés. Ça ne veut pas forcément dire que c'est lui qui a fait le coup, mais en tout cas, il en a eu l'occasion. On m'a aussi dit que l'occupation principale de Bob, c'était de ramasser des vieux bouts de métal pour les revendre. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et quand il trouvait rien à ramasser, il allait en piquer quelque part. Je crois bien que notre homme fait très attention à ce qu'il me répond. Il prend un long moment pour réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Il m'a dit au tout début qu'il ne savait pas grand-chose sur cette affaire et qu'il ne connaissait pas Bob LaRossa si bien que ça. Pourtant, il est au courant de pas mal de détails. Écoutez un peu ça. J'ai aussi lu un rapport qui dit que Bernadette est venue le lendemain et qu'elle a... Et que c'est elle qui a nettoyé le sang. Nettoyé le sang, c'est ça, oui. Je vais vous dire un truc. Les flics de Vernon, enfin ceux qui sont venus la dernière fois, ils étaient sympas. Mais à l'époque, ils étaient complètement pourris. Bobby LaRossa, il faisait venir des putes chez lui. Il avait tout le temps de la drogue sur lui et pourtant, ils n'ont jamais rien fait. Alors qu'ils étaient au courant de tout ce qui se passait. Ils roulaient à 100 à l'heure sur des routes à 50. Et quand ils croisaient les flics, tu crois qu'ils lui auraient mis une amende? Non, non. Il baissait bien la tête. Et il disait rien. Est-ce que Bob fréquentait l'Igloo? Vous savez, le restaurant? Aucune idée. Je saurais pas dire. De toute façon, je vous ai dit, je traînais pas avec lui et moi. Tout le monde raconte qu'on était meilleurs potes, qu'on se mettait des mines ensemble et tout ça. C'est pas vrai, c'est des conneries. Ensuite, le témoin m'explique qu'il a dû subir une opération pour qu'on lui retire un poumon et que l'autre est couvert de tumeurs. Vous fumez encore? Non. J'ai arrêté à cause de mes poumons. Ils m'ont enlevé, je sais pas, 250, 300 tumeurs. Vous vous souvenez de ce que m'a raconté Stacy LaRossa, la fille de Bob et Suzanne? Le tabac à la cerise. Puisqu'il me parle de ça, c'est l'occasion de vérifier quelque chose. Et avant, vous fumiez? J'ai fumé, oui. Mais il y a de ça, quoi. 30 ans. Ils m'ont fait des radios, de toute façon, hein. Ils m'ont dit que c'était pas le tabac. C'était à cause de ce putain d'agent orange. L'agent orange, c'est un produit chimique utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam et qui a laissé de lourdes séquelles aux poumons des vétérans. Bon, eh bien, je dois bien l'admettre, je suis surpris que le témoin reste au téléphone avec moi aussi longtemps. Mais Tina LaRossa m'avait dit que quand elle l'avait au bout du fil, ça pouvait durer pas mal de temps. C'est quand même étrange qu'après toutes ces années à garder le silence, d'un coup, il se décide à parler. Vous allez voir, il y en a qui vont vous raconter tout et n'importe quoi sur moi. Moi, j'ai déménagé, je suis loin de tout ça maintenant, et donc, je vais pas pouvoir me défendre quand ils vont commencer à m'accuser de trucs dont j'ai même pas idée.
Les sales rumeurs, vous savez, ça se propage vite. Mais les bonnes nouvelles, jamais. Alors que les rumeurs, c'est pire que tout. Ces gens qui disent que vous avez aidé Nathan et Bob LaRossa, que la disparition d'Irène, les filles qui ont disparu, tout ça, c'était vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur répondre? Je vous ai déjà dit, j'ai rien à voir avec tout ça. Et eux, Bob et Nathan, je les connais pas. C'est facile d'accuser sans preuve. Oui, d'accord. C'est pour ça que je vous appelle, en fait. C'est pour vous donner l'opportunité de... Je vous ai déjà dit tout ce que je savais, même si c'est pas grand-chose. Et je me répète, mais j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais kidnappé personne. Ça, c'est intéressant. À aucun moment je n'ai parlé de kidnapping. Donc pourquoi est-ce qu'il juge nécessaire de préciser ça? J'ai jamais aidé qui que ce soit à faire quoi que ce soit, à aucune de ces gamines qui ont disparu. Ce que je voulais en passant ce coup de fil, c'était établir un premier lien et m'assurer que je pourrais contacter notre homme de nouveau par la suite. Maintenant, je sens qu'il commence à en avoir un peu marre de parler avec moi. Je lui ai bien précisé avant de raccrocher que j'aimerais bien le rappeler plus tard, une fois que j'aurai plus d'informations. Il m'a dit de faire comme je voulais. Mais depuis notre dernière conversation, plus aucune nouvelle. Je l'ai appelé au moins 5 fois pendant les quelques mois qui ont suivi, mais il n'a jamais décroché, et jamais répondu aux messages que j'ai laissés sur son répondeur non plus. Des sources au sein de la police m'ont dit qu'il ne voulait plus parler à personne, qu'il avait dit ce qu'il avait à dire, et que tant pis si ça n'avait pas permis de retrouver les corps. Encore une piste qui ne mène nulle part. Mais il me reste une dernière carte à jouer. Dans le prochain épisode des Disparus de Crystal Lake. J'ai peur qu'il trouve quelque chose, mais en même temps j'ai peur qu'il trouve rien. Je sais plus du tout où j'en suis. On essaie de voir si les chiens ralentissent la marche, ou s'ils secouent la tête d'un côté et de l'autre. En général, quand ils sentent quelque chose, ils marchent moins vite et ils sont plus agités. C'était le 9e épisode des Disparus de Crystal Lake, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Philippe Mema, Léonie Pinjot, Sylvain Sounier et Pierre-Michel Dudan.